La diplomatie burkinabé se soumet au contrôle des citoyens. 2 ans après l'avènement du président Roch Kaboré au pouvoir, comment s'articule la diplomatie de notre pays? Le ministre Alpha Bari est sur ce plateau de dialogue citoyen pour répondre aux questions des téléspectateurs. Bonsoir à tous et merci de suivre donc Dialogue citoyen, votre émission de suivi et citoyen du programme du président Roch Marc Christian Kaboré sur la télévision du Burkina. L'émission, vous le savez, s'organise dans le cadre du Présimètre. À l'origine, vous avez la CODEL, Diaconia WaterAid, en partenariat, bien sûr, avec votre télévision publique, la RTB. Invité donc ce soir, Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Avec lui, il sera question du bilan des 2 ans de la diplomatie post-insurrectionnelle, l'adéquation entre la diplomatie burkinabé et les attentes citoyennes, et puis les options diplomatiques du Burkina et les perspectives. Mais avant tout, précision d'abord, cette émission n'est ni un entretien ni une interview. Il appartient donc aux citoyens de discuter directement avec le ministre et nous allons assurer la modération. Vous avez la possibilité donc de nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos questions sur la plateforme www.presimet.bf/dialogue citoyen. Ma voix est bien enrouillée ce soir, mais nous allons faire avec. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, avant de poursuivre, il faut noter que Présimet est lauréat du premier prix numérique transparence, catégorie contrôle citoyen et bonne gouvernance, initié par l'ONG Transparency International. Et ces prix, nous le dédions donc aux téléspectateurs qui animent cette émission avec nous. Alors, avant toute chose, Monsieur le ministre, on a suivi tout à l'heure dans le journal de 20h, vous annoncez la rupture de relations commerciales entre le Burkina et la Corée du Nord. On se demande d'ailleurs pourquoi, parce que quand on sait qu'un pays comme les États-Unis annonce la rupture et puis ça ne fait rien du tout à Pyongyang, qu'est-ce qu'un pays comme le Burkina peut avoir comme impact justement dans les relations avec la Corée du Nord? Bien, je voudrais saluer chacun de vos téléspectateurs et vous remercier pour cette invitation et cette opportunité de discuter avec les uns et les autres. Sur la question de Corée du Nord, je dois vous dire que le terme rupture est un terme des journalistes. Sinon, nous, ce que nous avons dit, c'est juste l'interdiction des importations en provenance de la Corée pour se conformer uniquement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui datent depuis 2006 et qui ont été réaffirmées par d'autres résolutions des Nations Unies cette année même 2017. Donc ce n'est pas pour faire une pression quelconque à la Corée du Nord, c'est juste pour se conformer à la réglementation internationale qui impose que les pays ne commercent pas avec la Corée du Nord. Oui, mais quel impact ça peut avoir justement sur Pyongyang? Non, nous on ne parle pas d'impact. Je parle de, vous savez, c'est quelque chose qui est demandé par tout le monde. C'est comme nous, au G5 du Sahel, nous demandons qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité pour appuyer ce que nous recherchons au niveau du G5 Sahel. Donc quand c'est fait, on compte sur la communauté internationale pour appliquer ce que le Conseil de sécurité arrête. Donc c'est la même chose que nous appliquons, ce que le Conseil de sécurité arrête sur une situation particulière. Et là, c'est parce que ça touche le public, ça touche, quand je dis le public, ça touche les hommes d'affaires. Et c'est pourquoi nous le disons publiquement pour que les gens soient avertis. Mais sinon, nous appliquons beaucoup de résolutions. J'allais dire, chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises aux Nations Unies, sans faire du bruit. Mais dans ce cas, on le dit juste pour que les gens soient avertis. Ouais. Alors, est-ce que là, ce n'est pas pour faire plaisir peut-être à vos mentors? Et puis, depuis 2 ans, vous dirigez une diplomatie que d'aucuns ont appelée diplomatie Garibou. Notamment dans un mémorandum, l'opposition
a parlé il y a un an de cela d'une diplomatie, Garibou, de mendicité qui ne fait pas honneur au pays. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais je dois dire que nous sommes un pays en développement, comme on dit, un pays aux ressources limitées, donc qui a une grande dépendance vis-à-vis de l'aide publique au développement. C'est une réalité dans notre budget. Certains des personnes qui sont dans l'opposition ont eu à diriger le pays, ont été à des niveaux de responsabilité et donc savent ce que c'est, puisque savent qu'une bonne partie de notre budget est assurée par les aides extérieures et c'est ce que nous faisons, pas plus que cela. Donc, je ne dirais pas une diplomatie de Garibou. De toutes les façons, je pense que, bien au contraire, c'est nous qui demandons qu'il y ait plus d'égalité dans le monde, en imposant que les pays qui sont nantis consacrent 1% de leur PIB à l'aide publique au développement. Jusque-là, on n'arrive même pas à avoir, assez difficilement, on n'arrive pas à avoir des pays qui atteignent 0,5%. Et si on peut bien parcourir le monde pour qu'il y ait plus d'aide au développement du Burkina, c'est ça qui est important. Vous savez, quand on a une route comme celle de Fada, qui est difficile à pratiquer, et que j'ai en face de moi le ministre japonais des Affaires étrangères, la première des choses, c'est d'attirer son attention sur ce besoin du Burkina, ou bien quand je suis en face du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, comme ça arrivé récemment pour ces deux cas, c'est de lui présenter le projet de la route Tougan-Waiguya, et c'est du concret, et je maintiens en cela, et c'est au bénéfice des populations, et c'est assez important pour moi. Donc, c'est de mendier. Comment? C'est de mendier. Mais je ne pense pas, vous-même vous voyez comment l'Europe a été construite. L'Europe a été construite avec l'apport des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes dans un monde de solidarité, on ne peut pas résoudre nos problèmes nous-mêmes. Et de toutes les façons, vous connaissez les réalités du Burkina. Et aujourd'hui, nous faisons face à une situation sécuritaire assez difficile. Nous avons des crises sociales dans le pays avec les différentes grèves, d'où les difficultés à mobiliser les ressources intérieures, et ce qui a conduit à un déficit de 300 milliards et qui a conduit aussi à réduire les budgets d'investissement. Alors, donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, l'aide publique au développement ou l'aide extérieure est quelque chose d'assez important. Ce n'est pas une invention du Burkina. On ne peut pas s'enfermer sur soi-même et penser qu'on peut réussir à s'en sortir. Je ne crois pas. Alors, Monsieur le ministre, il y a un fait inédit qui est arrivé dans votre département. C'est qu'il y a un ambassadeur du Burkina affecté en Éthiopie qui a été renvoyé pour vice de procédure. Comment ça peut s'expliquer? Bon, d'abord, c'est pas le terme, c'est pas renvoyé. En fait, l'ambassadeur en question a été nommé sans qu'il y ait l'agrément. En tout cas, jusque-là, on n'a pas trace de l'agrément sur lequel on s'est basé, le supposé agrément pour la nommer. C'est arrivé parce que c'est une erreur administrative. Généralement, comment cela se passe quand le chef de l'État décide de nommer un ambassadeur, il m'en fait part et moi je reçois la personne, je lui en fais part et puis tout le reste du processus technique et administratif, et ça a été ce cas. Et comment ça peut arriver justement parce que des ambassadeurs, on en nomme tous les jours, mais oui, pourquoi justement, moi celui qui est chargé de cela, qui le fait toujours, le chef de l'administration du ministère, est venu m'informer, comme d'habitude, qu'il a reçu l'agrément de la dame en question. Et comme habituellement, il m'a demandé s'il pouvait procéder à sa nomination, étant donné qu'il a reçu l'agrément de sa nomination. Bon, bien entendu, c'est le patron, le numéro 3 de la maison, donc c'est lui qui est chargé des questions administratives et techniques.
je ne peux pas douter de ce qu'il me dit. Ça a été le cas pour d'autres, les ambassadeurs. C'est aussi le cas pour les attachés de défense. Donc, peut-être dans l'absolu, il faut que je lui dise, bon, envoie-moi le papier, je vérifie pour voir si c'est vrai. Oui, ça, je reconnais, ça n'a pas été fait, mais je ne le fais pas d'habitude, mais je n'ai pas de raison de douter d'un responsable si haut placé. Donc, nous avons procédé à la nomination. Jusqu'après, le jour où le problème s'est posé, ces derniers étaient en mission, on lui a demandé, il affirmait toujours qu'il était en possession de l'agrément et qu'à son retour, il va nous le sortir. Bon, malheureusement, il ne l'a jamais trouvé, on a fouillé un peu partout. Et après encore que l'affaire ait éclaté, il continue à affirmer que lui pense avoir reçu l'agrément. Bon, peut-être que ça a été une erreur, il a pensé, il a fait une confusion, moi je ne sais pas, mais c'est comme ça les choses sont passées. Maintenant, l'ambassadeur en question n'a pas été refoulé en Éthiopie, comme on l'a dit. Seulement, vous savez, quand un ambassadeur arrive pour la première fois à son poste, il reçoit un accueil spécial de la part de ces pays. Mais étant donné qu'il n'y avait pas l'agrément, il n'y a pas eu cet accueil spécial, la dame en question est restée 1 mois en Éthiopie. Et après avoir exploré toutes les voies et qu'on ne retrouvait pas le document en question, nous avons tenu un conseil de cabinet à ma demande au ministère des Affaires étrangères. C'était le 26 octobre. Et on a discuté ensemble avec l'ensemble des cadres du ministère et on a décidé après cela qu'il fallait, à titre conservatoire, demander à l'ambassadrice de revenir au pays. C'est ce qui a été fait. Alors, et la suite, ça se passe comment? Parce que ici, c'est clairement une faute administrative. Bon, je vous explique tel que les choses se sont passées. Bon, maintenant, vous portez un jugement comme vous voulez, mais c'est comme ça les choses se sont passées. J'ai demandé à chacun de s'expliquer, tous ceux qui ont été impliqués dans cette affaire, que ce soit le haut fonctionnaire en question, que ce soit l'ambassade de Côte d'Ivoire, enfin notre ambassade en Côte d'Ivoire qui est censée avoir transmis l'agrément, ou notre ambassade en Éthiopie. Donc voilà comment les choses se sont passées. Bon, en l'occurrence, il s'agit du secrétaire général. Bon, je le dis, mais je ne l'incrimine pas particulièrement parce que c'est lui qui a l'habitude de venir me dire qu'il a reçu l'agrément de tel ambassadeur et me demande de procéder, si on peut procéder à sa nomination, je lui dis oui. Et là encore, c'est technique et administratif. C'est-à-dire que la personne remplit la fiche de nomination, qui va au secrétaire général, qui atterrit sur la table du Conseil des ministres. Et encore une fois, il faut que j'explique, sur la table du Conseil des ministres, il n'y a pas un dossier de fond qui arrive. C'est juste la fiche de nomination. Et dans le cas, le dossier de fond est censé rester derrière. Alors, il y a aussi cette polémique autour d'un accord de siège qui a été signé avec Coris Holding. Un accord d'ailleurs qui avait été rejeté par vos prédécesseurs. Et puis, finalement, vous acceptez signer. Et d'aucuns pensent que c'est parce que vous êtes certainement actionnaire à Coris Bank et vous avez accepté facilement de donner cet accord-là. Eh bien, vraiment, pour les performances de Coris Bank, j'aurais bien voulu être actionnaire. Pour en toucher des dividendes, je n'allais pas être au ministère des Affaires étrangères. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas actionnaire? Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, encore une fois, j'allais dire, je n'ai pas cette chance. Non, non. Maintenant, pourquoi on en est arrivé là? Alors, lorsque je suis arrivé, il y a une demande qui a été introduite par Coris Bank pour un accord de siège. Et j'ai imputé le dossier au service technique qui m'ont renvoyé le dossier avec une proposition de lettre de refus que je devais signer pour dire à Coris Bank que ce n'était pas possible de lui accorder un accord de siège pour la holding. Donc j'ai
demandé le fond du dossier. J'ai effectivement vu qu'il y avait eu des demandes antérieures et c'était la même réponse qui était négative. Et j'ai eu un entretien avec le patron de Coris Bank pour dire voici la situation. Apparemment, votre dossier ne peut pas passer pour telle raison. Et lui aussi m'a avancé ces raisons que je trouvais pertinentes. Et la question que je lui ai posée, est-ce que ce que vous m'expliquez là, vous l'avez expliqué au ministère des Finances, qui donne un avis, et l'avis est toujours là, et les demandes précédentes avaient été fondées sur un avis technique du ministère des Finances. Il m'a dit non, que les décisions ont été prises sur la base des dossiers et n'a pas été entendu. J'ai demandé à la ministre des Finances de l'écouter parce que ce qu'il m'explique, il y a une nuance par rapport à ce qui existe dans le dossier. Et ça a été fait. Bon, il y a eu beaucoup de discussions autour du dossier. Et puis, mes techniciens m'ont dit que nous sommes dans un espace OHADA et UEMOA qui n'autorise pas un accord de siège à une banque dans ces conditions. La question que, et puis bon, le technicien en question, le directeur général des affaires juridiques à l'époque, me dit si c'est une décision politique que je recherche, bon là ils peuvent, je peux le lui dire, comme ça il va le signer. Je lui ai dit non, je ne veux pas de décision politique, je veux une décision technique. Maintenant la question que je voudrais vous poser, pourquoi est-ce que c'est possible dans des pays voisins qui sont membres de l'OHADA, qui sont membres de l'UEMOA et que ça ne soit pas possible ici? Donc c'est juste cet avis technique que je vous demande. Et sur la base de cela, j'ai initié une des missions dans ces pays voisins pour donc aller, voilà le terme, pour aller s'imprégner des pratiques et des législations dans ces pays. Est-ce que ces pays ont adapté leur législation pour que cela soit possible, ou bien est-ce que finalement c'est des décisions politiques qui ont été prises? Et ces missions ont été faites dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Togo. Et puis après, donc c'est des missions conjointes, Affaires étrangères et ministère des Finances. Et après ça, j'ai reçu un avis technique du ministère des Finances disant que c'était bon pour l'accord de siège. Bah, comme les refus antérieurs et la décision du ministre des Affaires étrangères est basée sur un avis technique du ministère des Finances, là moi j'ai un avis favorable du ministère des Finances et c'est les techniciens qui ont travaillé dessus. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc il me revenait qu'à signer. Mais je dois dire que j'ai fait quand même ce dossier avec une conviction personnelle. Ma conviction est que c'est une entreprise qui est née ici, créée par un Burkinabé, avec des capitaux burkinabés, qui grandit, et il ne me paraît pas opportun que cette entreprise aille fonder son siège ailleurs qu'au Burkina. Donc, ce qu'on pouvait faire, c'est cette conviction-là, mais sur la base quand même d'un travail qui devait être correct. Et donc ce n'est pas parce que je suis actionnaire, loin de là. Et j'estime que dans tout, il faut qu'il y ait un volontarisme pour accompagner nos entreprises. Et le Burkina n'a pas de pétrole, n'a rien d'autre. C'est sur la base du travail de ses fils qu'on peut positionner notre pays comme un pays comme le Maroc, qui n'a pas de ressources, mais qui aujourd'hui est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest. Et qui devance des pays comme la France, dans des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, qui sont des chasses gardées traditionnelles de la France. Mais aujourd'hui, le Maroc les supplante. Et le Maroc est ici aujourd'hui avec Maroc Télécom, avec Saham, avec Lonatel, avec d'autres groupes, BOA, Banque Atlantique. Mais c'est sur la base de ce genre de travail et de cet accompagnement qu'un État peut avoir pour ses entreprises. Et c'est avec ces convictions que j'ai travaillé, mais la conviction ne m'amène pas à brûler les feux. Non, on regarde le travail et on le fait correctement. D'accord. Alors, il y a M. Oumarou Kwalaga qui est avec nous ce soir. Il est consultant
en relations internationales. Il va s'entretenir avec vous, M. Kwalga. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais commencer mon intervention en me référant sur le référentiel du programme présidentiel. Dans son aspect diplomatique, j'allais dire le volet diplomatique. Très rapidement, il est écrit dans ce programme présidentiel 2 points essentiels. Hein. Premièrement, œuvrer à l'émergence d'une diplomatie d'ouverture au service d'une politique étrangère cohérente, dynamique, à même d'assurer au Burkina Faso la considération et la confiance de ses partenaires. En deuxième point, c'est écrit dans ce même volet, mener une politique étrangère au service du développement de notre pays fondée sur la solidarité et résolument engagée dans la recherche de la paix et de la sécurité internationale. Au regard de ces 2 éléments, 2 années à la tête de la diplomatie burkinabé, est-ce que vous avez l'intime conviction que, au regard des ambitions et des choix stratégiques du Burkina Faso pour rayonner sur la scène internationale, aujourd'hui, vous êtes à même de dire que le Burkina pèse sur la scène internationale? Autrement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez bien nous expliquer à quoi consiste cette diplomatie d'ouverture et est-ce que vous avez pu mettre en branle véritablement cette politique étrangère au service du développement? Alors, absolument. Vous savez, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai eu une lettre de mission qui était assez claire de la part du président du Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré, et de la part du Premier ministre Paul Kabacheba, qui était donc de faire en sorte qu'il y ait une confiance au Burkina. Le Burkina qui revenait de 3 années de crise, et il faut le dire, 3 bonnes années de crise, c'est-à-dire les 2 années d'agitation que nous avons eues avant d'arriver à l'insurrection, et puis l'année de transition qui était une année assez difficile. Et il fallait repositionner le pays, relancer économiquement le pays, et faire en sorte que les amis et partenaires de ce pays retrouvent la confiance dans le Burkina. Et malheureusement, vous savez, on pensait que ça allait être quelque chose qu'on allait faire aussi facilement, mais très tôt, on est tombé dans des problèmes qui n'étaient pas aussi faciles. C'est-à-dire 3 jours après ma nomination, il y a eu l'attentat du 15 janvier. Le 15 janvier 2016 au café Cappuccino et à l'hôtel Splendide. Et donc, les défis sécuritaires qui existaient déjà, c'est vrai, mais sont devenus encore beaucoup plus importants et la tâche devenait encore beaucoup plus difficile pour convaincre les uns et les autres parce que tout de suite, vous avez une compagnie comme Air France à diminuer ses vols. Ces vols sur Ouagadougou, les équipages ne dormaient plus à Ouagadougou. Ça, ce sont des choses que les gens mesurent de l'extérieur. Les restaurants sont fermés. Et puis, il y avait aussi cette crise avec des voisins que nous avons eue avec la Côte d'Ivoire notamment, née de l'affaire du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. Avec les orientations du chef de l'État, dès le sommet de Addis Abeba fin janvier, nous avons eu les orientations claires pour travailler à apaiser la situation au niveau régional. Et ça, c'est important parce que si on ne l'avait pas fait aujourd'hui, on serait sur plusieurs fronts. C'est-à-dire nous avons le front nord-sahélien, on allait être aussi en train de déployer nos forces de défense et de sécurité du côté de la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas ces moyens-là. Et on a eu des mois où ça a été ces frictions-là. Et sans oublier qu'il y a eu l'attaque de Yimdi, qui était aussi importante, cette attaque de Yimdi. Alors, vous avez un État, un gouvernement démocratique élu qui se met en place, et quelques jours après, les ex-RSP arrivent à rentrer jusqu'à la porte de Ouagadougou et tentent un coup. Donc, je voulais dire, dans ce contexte-là, nous avons travaillé à donner confiance au Burkina Faso et aujourd'hui, les résultats sont là. Ces résultats-là, de façon concrète. Oui, les résultats sont là. Vous avez vu les résultats de la table ronde de nos partenaires à Paris. Et vous savez, personne ne met l'argent là où tu n'as pas confiance. Mais vous avez vu à la fois les bailleurs de fonds comme le secteur privé
chacun a annoncé de gros chiffres. Et les intentions que nous avons eues, nous les avons triplées pratiquement. Mais s'il n'y avait pas de confiance au Burkina, personne n'allait mettre de l'argent. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de potentialité que nous, qui ont tenté des tables rondes, mais qui n'ont récolté que très peu d'argent. C'est bien, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas la parole, Bon, parce qu'on va passer à d'autres choses. Il y a beaucoup de... Mais ce que j'allais vous dire aussi, c'est vrai que, pour être plus pratique, est-ce que les lignes ont bougé? Vous savez que sur la scène internationale, effectivement, mais les lignes ont bougé. Je vais vous dire pourquoi les lignes ont bougé. Vous savez, nous, on a reçu... Non, non, s'il vous plaît. Oui. Non, vous avez posé une question. Oui, bien sûr. Laissez-moi répondre à la question. La question, c'est que vous avez demandé si la confiance est là, si les lignes ont bougé. Oui, je vous ai bien compris. Je vous renvoie Oui. à deux, trois choses. Oui. Je vous renvoie à deux, trois choses. Vous savez, nous avons reçu ici la visite du Conseil de sécurité. Les 15 membres du Conseil de sécurité, c'est eux qui font le monde, c'est eux qui décident de l'orientation du monde. Mais je vous renvoie à leur rapport. Les rapports qu'ils ont sortis, ils ont dit, voilà le pays dans lequel ils ont confiance, qu'au moins ici, ils voient une perspective assez claire. À travers donc, le travail qui est fait par nos forces de défense et de sécurité sur le terrain, à travers le programme d'urgence pour le Sahel, à travers comment on aborde les questions des droits humains et toute la bataille que nous menons pour préserver nos territoires. Et ils ont fait des rapports qui sont là, que vous pouvez aller Bien consulter. sûr, monsieur le Et ministre. ça se concrétise en quoi? Ça se concrétise, c'est que, dès on... que les États-Unis ont décidé d'accorder 60 millions de dollars aux 5 membres du G5 du Sahel, faites le calcul, 60 divisé par 5, ça donne 12. Mais ils ont décidé que 30 millions iront au Burkina. On va passer à autre chose. Hein. Je parlais tantôt de diplomatie d'ouverture. Est-ce que la diplomatie d'ouverture, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que c'est lorgner du côté, parce que depuis un moment donné, il y a une offensive qui ne dit pas son nom du côté du Maghreb, du Golfe. Est-ce que c'est ça que vous entendez par diplomatie d'ouverture? Non. Alors, faisons une cartographie de notre diplomatie assez rapidement. Vous allez voir que quand moi je suis arrivé, premier déplacement en Côte d'Ivoire. Deuxième déplacement, l'Arabie Saoudite. Bien, ça, vous allez dire, ça change. La France, les États-Unis, la Russie. Je suis allé, j'ai eu 2h30 de discussion avec Sergei Lavrov et c'est quelque chose qui est inédit. Donc nous, on ne s'enferme pas sur tel axe. On est un pays aux ressources limitées. Nous frappons à toutes les portes. Là, nous pensons qu'il faut des alliances stratégiques avec tout le monde. C'est ça qui peut permettre à un pays aussi, parfois, d'assurer son indépendance. Parce que si vous êtes lié seulement à une seule partie, le jour oui, où... je ne vous coupe pas la parole, monsieur le ministre. C'est assez intéressant. Mais pour mesurer, en tout cas, ce que je suis en train de dire, les rapports de force sur la scène internationale, il y a un certain nombre d'indicateurs. Nous savons que les pôles diplomatiques les plus performants au niveau de la sous-région, pour rester là, parce que vous savez que la scène internationale est partagée entre puissance, nuisance et influence. C'est clair que j'imagine que le Burkina ne s'inscrit pas dans les deux pôles, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, que nous sommes un pays aux ressources limitées. Du coup, c'est clair que nous ne nous engageons pas également dans la nuisance, donc nous reste l'influence. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les pôles diplomatiques traditionnels qui ont toujours existé dans la sous-région, je parle notamment d'Abuja, d'Accra et d'Abuja, d'Accra et de Dakar, le Burkina, dans cette arène-là, a pu, au regard du satisfait que vous semblez en fait mettre en exergue, est-ce que le Burkina est arrivé à faire basculer ce pôle-là? Oui, parce que c'est à travers cela que l'on puisse... Mais vous avez une réponse qui est récente, M. Kalouga. Mais c'est Ouagadougou que Macron a choisi de réserver sa première visite officielle en Afrique. Est-ce que cela suffit simplement? Je m'excuse un peu, mais monsieur le ministre, le choix de Ouagadougou, c'est peut-être, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pour consolider, c'est surtout adressé à la jeunesse africaine, on l'a dit, c'était justement pour promouvoir la démocratie. C'est vrai que l'outil diplomatique a joué un rôle prépondérant, on va le dire, mais ce n'est pas exclusivement que cela. Je voudrais vous dire une chose, vous savez, quand le président Roch-Marc Christian Kaboré est allé en France, d'abord, il est allé assez vite en France parce qu'il a pris fonction fin décembre et sa première visite en France, c'était déjà en avril. Il était même déjà invité dès le mois de février, mais c'est lui qui a retardé jusqu'à avril pour s'y rendre. Mais
une fois là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit, on salue le Burkina pour, ses pour la lutte de sa jeunesse, mais nous disons, mais nous attendons les dividendes de la lutte du peuple burkinabé. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous sommes un modèle, nous nous sommes bien battus, c'est bien, mais pour que le modèle vive, il faut l'aider à vivre, il faut l'aider. Et c'est ce travail-là que nous avons mené et qui a conduit au fait que nous avons reçu ici le président Macron. Malheureusement, M. Oumarou, Monsieur Kolga, nous sommes arrivés au terme justement de vos 10 minutes. Mais c'est important ce qu'il dit. Monsieur le ministre, nous avons un téléspectateur au bout du fil, Monsieur Kietega Pegwende, qui nous appelle de Banfora, qui va vous poser une question. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, votre question, s'il vous plaît. Voilà, et ma question était portée sur le dynamisme de la diplomatie burkinabé sur le plan international. Voilà, je voulais savoir si c'est au temps de la transition et au temps du régime comparé, la diplomatie burkinabé rayonnait surtout sur le plan international et ils étaient bien posés. Mais aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que la diplomatie burkinabé, vraiment, on ne le sent pas comme avant. Bon, si on veut voir la sortie des ministres burkinabés, c'est pour présenter la PNDS à nos compatriotes vivant de l'étranger. Bon, je veux vraiment savoir quel est l'état réel du dynamisme de la diplomatie burkinabé. Merci à vous, Monsieur Kerga. Monsieur le ministre. Oui, alors, donc, je crois que ça rejoint un peu la dernière question de M. Kologa. C'est que quand vous regardez aujourd'hui au sein du G5, je vous ai donné un chiffre qui est que les États-Unis décident que sur les 60 millions qu'ils donnent au G5, aux 5 pays du G5 Sahel, c'est que la moitié va au Burkina parce qu'ils trouvent qu'il y a une perspective, il y a des choses qui sont claires, il y a un travail qui est fait et qui donne espoir. Donc ça, ce sont des positions comme ça que nous recherchons. Ce n'est pas prendre un avion, descendre à Kidal et puis sans autorisation. Ce n'est pas cette diplomatie-là qui nous intéresse. Parce que je dois dire aux gens, moi je suis venu au ministère des Affaires étrangères, j'ai beaucoup de dettes, j'ai des milliards de dettes qui sont là. La diplomatie qu'on faisait avec les différentes réunions, conférences... Des milliards de dettes, c'est-à-dire? Oui, des milliards de dettes. C'est-à-dire que... Du ministère des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires étrangères. Parce que les hôtels n'étaient pas payés, on fait venir les gens pour des manifestations, les gens ne sont pas payés. Aujourd'hui, moi j'ai tout le temps des gens qui m'appellent pour se plaindre, pour m'insulter à la limite, des fournisseurs. Mais bon, mais c'est des Burkinabés, on gère. Mais voilà ce qui nous a été laissé. Et on paye le prix aussi quelque part. Donc nous ne sommes pas dans ce type de diplomatie. La diplomatie qui peut être utile à nos concitoyens. C'est ça qui est important. Et c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien et qui amène aujourd'hui, pour répondre à la question de M. Kaloga, qui fait que bien que n'étant pas à la présidence du G5 Sahel, c'est qu'il y a une grande confiance en nous et qui fait que la dernière réunion, par exemple, que nous avons eue au département d'État, c'est le Burkina qui a été choisi pour présenter la situation au niveau du G5 Sahel. Donc, il y a cette confiance-là qui est là. Et bon, dehors, les gens nous disent, pour revenir au PNDS, bon, là je parle des États, je parle des organisations, vous prenez une structure comme la Banque mondiale. Comment vous connaissez, comment c'est assez difficile pour cela? Monsieur Kenga dit que lorsque les ministres burkinabés sortent à l'extérieur, c'est pour aller présenter le PNDS. Mais quand je vais pour parler du G5 et il fait certainement référence à la sortie peut-être que vous avez eue en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, vous avez dit le référentiel. Lui-même, dans sa présentation, il dit le référentiel. Mais dans le PNDS, si aujourd'hui tout se retrouve dans le PNDS, ça veut dire qu'il a été bien élaboré. Et d'ailleurs, le patron de la Banque mondiale, quand il est venu à Paris, alors que les discussions se passaient, il a dit vraiment, ce document-là, moi j'ai entièrement confiance, nous mettons 40%.
de ce dont vous avez besoin, parce que nous avons confiance. Et ça a attiré tout le monde. Et c'est ça un programme qui est bien élaboré. Et je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait. On est allé jusque dans les provinces pour présenter ce travail-là. Et aujourd'hui, je pense que la mobilisation qu'il y a autour du Burkina est le fruit de ce travail-là qui a été bien fait au départ. Alors, je crois qu'il y a une deuxième question avec M. Kiedga. Monsieur Kiedga, vous êtes à l'antenne. Oui, bon, ma deuxième question concernait la question de Guillaume Soro. Je voulais savoir, vous avez dit que vous allez résoudre ça par voie diplomatique. Maintenant, quelle est vraiment la situation actuelle? Il est impliqué ou bien il n'est pas impliqué? Nous, on ne comprend pas la voie diplomatique là. Si ils ont dit qu'ils vont résoudre par voie diplomatique depuis longtemps, on ne sait pas si Guillaume Soro est impliqué réellement. Ou bien la voie diplomatique là, c'est pour taire comme ça et puis laisser la population sans repère ni confiance. On ne sait même pas actuellement là où est la question. Voilà. Je voulais poser une deuxième question. C'était concernant l'arrivée de Macron au Burkina Faso. Je vous ai suivi dans votre antenne. Les journalistes vous ont questionné. Vous avez fait cas de ce que le Burkina Faso gagne de la France. Voilà. Maintenant, je voulais savoir, qu'est-ce que la France gagne du Burkina Faso? Vous n'avez pas fait cas de cela. Ou bien la France ne bénéficie rien du Burkina Faso. C'est nous seulement qui bénéficions du Burkina Faso, de la France. Bon, je veux savoir concrètement qu'est-ce que la France bénéficie du Burkina Faso. Merci, M. Kiedga. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre, d'abord Guillaume Soro. Oui, alors, je me suis toujours expliqué sur cette question. Quand on dit qu'on résout diplomatiquement, ça ne veut pas dire que c'est l'affaire judiciaire qui est résolue diplomatiquement. C'est la crise qui est née de cette affaire. Parce que c'était une grosse crise. Parce que c'est quand même le deuxième personnage d'un pays voisin et un autre lance un mandat d'arrêt contre lui. C'est comme une sorte de déclaration de guerre. Et on était dans une ambiance surchauffée à l'époque. Mais les deux chefs d'État, quand ils se sont vus à Addis Abeba, ont décidé de régler diplomatiquement les conséquences nées de cette affaire de mandat d'arrêt, c'est-à-dire la crise qui commençait autour de cette affaire. Et vous l'avez vu comment ça a été fait. Et on est arrivé donc à calmer le jeu, à dire voilà les problèmes. Nous aussi, il y a les ex-RSP qui sont là-bas et qui nous posent de sérieux problèmes. Et vous avez vu, il y a eu des résultats à ce niveau avec l'extradition, j'allais dire, de deux d'entre eux qui apparaissaient comme les plus dangereux. Donc, je précise bien, la partie judiciaire, nous, on ne rentre pas dedans. Ce qu'on gère, c'est la partie diplomatique qui concerne la crise politique qui était née entre les deux pays à la suite de cette affaire. Maintenant, Madame demande qu'est-ce que la France gagne. Bon, moi je pense bien que cette émission-là, c'est bien qu'il y a très peu de temps, si je peux la consacrer à ce que les Burkinabés gagnent, c'est ça qui est important, je suis beaucoup payé pour ça. Et je pense que ça c'est important que je me consacre à ça et laisser la partie de ce que la France gagne, parce que bon, moi je ne saurais jamais, je ne sais pas ce qu'ils gagnent. Peut-être qu'on me dira que ce qu'ils annoncent, ce n'est pas ce qu'ils gagnent. On entend souvent les gens spéculer, mais moi je ne suis pas payé pour m'occuper de ça. Ce qui est important pour moi, dans toute opportunité, comment je la transforme en quelque chose d'utile pour mon pays. J'ai l'occasion d'avoir le premier décideur du premier donateur du Burkina, en l'occurrence Macron, au Burkina, et il était là face à nous. Nous avons des difficultés, nous prenons des rendez-vous pour aller voir des chefs d'État. Lui décide de venir vers nous. Et nous l'aurons en face à face, assis sur une table. Et donc c'est une opportunité. Il est le premier décideur, c'est lui qui décide. Et c'est le premier donateur avec une 60aine de milliards pour l'année dernière. Donc, mettons vite des choses sur la table.
en termes d'éducation, en termes d'infrastructures, en termes d'électricité, au-delà de ce qui a été inauguré ici, et puis en termes sécuritaires, également aussi sur le lobbying par rapport à certaines institutions internationales dans lesquelles la France pèse forcément. Et donc, comment est-ce qu'on transforme les quelques temps qu'il passe ici en quelque chose d'assez utile pour notre pays? C'est ce travail-là. On est payé pour ça et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Alors, M. Célestin Pouya va échanger avec vous, Monsieur le ministre, sur le deuxième point de cette émission, notamment la diplomatie burkinabé et les attentes citoyennes. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Et quand on observe vos actions et vos différents documents de politique, on peut se dire que depuis le mois de janvier 2016 jusqu'à aujourd'hui, on voit se dessiner vos objectifs et vos missions qui sont très clairs. Il s'agit de relever le défi de la sécurité, mais aussi de relancer l'économie. Alors, pour la sécurité, nous avons entendu ce que vous avez déjà dit, et c'est aussi probant sur le terrain. Alors, je voudrais poser une question sur le volet économie et sur le volet social. Est-ce que vous pouvez dire aux citoyens, de façon concrète, quelle est l'adéquation que vous faites entre votre diplomatie d'économie et le besoin réel du citoyen? Simplement dit, en quoi votre diplomatie d'économie est une réponse aux besoins du citoyen que nous connaissons? L'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, pour ne citer que cela. Oui, c'est tout cela. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais, quelques mois seulement après ma nomination, j'étais à New Delhi, en Inde, à un conclave Inde-Afrique. Et puis, je devais rencontrer le directeur Afrique au ministère des Affaires étrangères. Et la cérémonie, enfin la rencontre se déroulait dans l'hôtel où j'étais. Et à un moment donné, le monsieur était retourné au ministère, à son bureau. Et bon, j'ai dit, je suis prêt à aller là-bas pour le voir. Et à un moment donné, je vois mes collaborateurs qui tournent en rond, je ne comprends pas. Et je finis par leur demander, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, monsieur le ministre, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est que le monsieur est parti. Bon, comme vous êtes ministre, s'il faut aller le voir là-bas et tout. Je leur ai dit, mais vous voyez, le billet Ouagadougou au New Delhi, ça coûte cher et c'est le contribuable burkinabé qui paye. Si ce monsieur-là, c'est lui qui peut débloquer tel projet pour nous, on y va. Donc, mettez un véhicule, on va aller le trouver là-bas. Et c'est ce qu'on a fait. Et il s'agissait de parler du barrage de Ouessa, il s'agissait de débloquer la question des bus pour les étudiants, il s'agissait de régler le problème de la STFL, la Société des fruits et légumes de Lumbila, qui était bloquée. Donc, autant de besoins qui touchent à la vie quotidienne des populations. Je peux vous citer beaucoup d'autres exemples, mais c'est ce travail-là que nous faisons au quotidien. Je vous ai parlé de la route Tougan-Waiguya, je vous ai parlé de la route Waiguya-Djibo. Oui. Je peux vous citer l'eau avec les fonds arabes, Samandeni. Partout où on va, c'est ce travail-là. Justement, et parlant de l'eau, nous savons que le gouvernement a promis un des engagements, c'est le Corvée zéro, c'est Corvée zéro d'ici 2020. Et aussi l'accès universel à l'eau potable et assainissement à l'horizon 2030. Et aujourd'hui, quand on essaie de voir, je ne sais pas si on peut s'en réjouir. Nous sommes seulement à 72,4% du taux d'accès à l'eau potable au niveau du Burkina Faso. Peut-être que pour parler pour ce qui vous concerne, en matière de diplomatie de l'eau, nous savons qu'au Burkina Faso, la quantité d'eau qui tombe au Burkina et qui écoule vers les pays voisins est estimée à 8,60 milliards en quelque sorte, de mètres cubes, je veux dire. Alors, ça veut dire que le Burkina Faso a intérêt à retenir son eau. Et nous savons que dans le PNDS, il est inscrit la construction de dizaines de barrages. Est-ce que votre diplomatie prend en compte justement cette gestion de la ressource en eau transfrontalière? Quand nous regardons seulement le bassin de la Comoé, on voit que la Côte d'Ivoire, en termes de territoire, regroupe 80% de ce bassin-là. Est-ce que si le Burkina Faso veut faire un barrage sur la Comoé, ça serait facile? Quel serait votre accompagnement?
si effectivement, on a vu aussi avec le Ghana, vous avez parlé autrefois, on l'a lu dans les presses là, qu'il y a eu un comité qui a été mis en place, comité interpays pour l'eau et l'assainissement. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez une diplomatie de l'eau? Oui, mais vous savez, il y a les règles internationales sont telles que vous ne pouvez pas faire à partir d'une distance, vous ne pouvez pas faire certains investissements, comme par exemple le cas d'un barrage, sans avoir l'autorisation du voisin. Et surtout quand il s'agit du même cours d'eau qui rentre chez le voisin. Donc pour le cas du Ghana, nous avons le barrage de Numbiel, nous avons le barrage de Wessa et également les barrages qui existent déjà. Et c'était l'objet d'une discussion que nous avons eue ici lorsque le président ghanéen est venu ici. Parce que vous savez, parfois, on a un trop-plein du barrage, on est obligé d'ouvrir les vannes pour déverser. Ça crée parfois des inondations au Ghana. Parfois, on peut nous accuser de trop retenir l'eau. Oui. Donc, il faut forcément qu'il y ait des ententes entre nous pour pouvoir réguler tout ce qui peut avoir comme conflit en griffe ou en tout cas mésentente autour de la gestion des ressources en eau. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une institution de la CEDEAO qui s'occupe de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est basée d'ailleurs à Ouagadougou, et on s'en réjouit. Et donc, sur toutes ces questions-là, nous discutons avec eux. Maintenant, au quotidien de n'importe quel citoyen qui a besoin d'eau, ça fait partie aussi des priorités du gouvernement et ça fait partie des priorités de notre diplomatie. Lorsque nous allons rencontrer nos amis et partenaires, nous posons aussi les besoins d'eau et ça fait partie des besoins sociaux de base. Et je pense que à ce niveau, on a très souvent des résultats positifs puisque tout commence par l'eau, on peut dire, même s'il y a la santé aussi, on peut en parler, mais dans le cadre du Sahel, par exemple, le programme d'urgence, nous expliquons aux gens qu'on a besoin, ces populations ont besoin des services sociaux de base pour ne pas avoir le sentiment d'être abandonnés, pour ne pas être la proie facile des djihadistes, mais pour ne pas également prendre la route de l'immigration. Donc il faut pouvoir les fixer dans leur terroir et pour cela, il faut, la première des choses, c'est avoir l'eau, surtout qu'il s'agit des populations pastorales, l'eau pour boire, pour les populations, mais l'eau aussi pour les animaux, et il y a des échos favorables. Ok, et si on parle un peu de l'assainissement, nous savons que quand on regarde, disons, les indicateurs, on voit qu'au Burkina Faso, c'est seulement 19,8% des habitants qui ont accès à un assainissement adéquat. C'est dramatique quand on connaît l'impact que ça peut avoir sur la santé et sur l'éducation et même sur l'économie. Je pense que c'est la Banque mondiale et puis le PNUD qui ont montré dans leur étude en 2011, si je ne m'abuse, que le Burkina Faso perdait 86 milliards de francs CFA parce qu'on n'avait pas accès à ces services de base, l'eau assainie, l'eau potable, mais aussi et surtout l'assainissement. Alors, pour rejoindre et faire un appel à ce qui est déjà dit, on ne dirait pas que, oui, je sais que vous êtes plus à l'aise quand il faut demander, mobiliser les ressources financières à l'extérieur pour la nourriture et pour l'eau potable, mais pour l'assainissement, on s'est dit que, pas seulement pour éviter qu'on vous taxe d'une diplomatie garibou, mais pour question de dignité et de souveraineté, l'assainissement devrait être géré par les Burkinabés. Et on voit qu'au niveau, au niveau de l'interne, on voit la société civile, on voit les ONG, on voit des communautés, on voit des communes qui prennent en charge cela. Et nous avons des approches comme l'assainissement porté par les leaders ATPL avec son volet sanitaire. On voit même d'autres approches similaires telles que face aux toilettes. Est-ce qu'on peut se dire, vous qui êtes en contact et qui avez une bonne relation avec les Burkinabés de l'extérieur, est-ce qu'on peut se dire que votre diplomatie pourrait engager davantage les Burkinabés de l'extérieur pour qu'ils puissent financer ce volet sensible qu'on ne devrait pas laisser financer par quelqu'un d'autre? Nous avons vu par exemple dans les régions de, disons, en pays Bissa, comme par exemple Nyongo et Berdo, des maisons en étage où les populations dorment à l'étage, mais pour déféquer, on descend et on part sous l'arbuste. C'est quand même difficile à concevoir. Est-ce qu'on vous a vu avec les Burkinabés de New York, les Burkinabés des États-Unis, dans des galas? Et d'Italie. Voilà, et d'Italie aussi. Est-ce qu'on peut imaginer, un soir, la dernière question. Est-ce qu'on peut imaginer un soir
voir le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés à l'extérieur organiser un saniton pour mobiliser les Burkinabés de l'extérieur. Pour financer la Monsieur Pouya, on a compris la question. Non, d'abord, je dois dire que bon, je n'ai pas été dans des galas à l'extérieur. Hein. Je n'ai pas encore eu cette occasion, mais j'apprécie ceux qui ont cette occasion de pouvoir le faire. Malheureusement, je n'en ai pas eu le temps. Mais s'il y a des sujets intéressants, il y a des thèmes porteurs et que vous trouvez stratégiques, importants pour la vie quotidienne des populations, on peut effectivement les porter. Les affaires étrangères, c'est un ministère transversal. D'ailleurs, vous avez une institution ici internationale qui s'appelle l'AEA et qui s'occupe d'assainissement. Et à un moment donné, il y a eu des problèmes. En tant que ministre des Affaires étrangères, je suis intervenu auprès de mon collègue camerounais pour participer au déblocage de cette institution qui est assez importante dans le volet de l'assainissement. Mais tout ce qui peut être fait dans notre rôle transversal, nous sommes partants. Alors, merci à M. Célestin Pouya d'être venu donc échanger avec M. le ministre. Nous allons prendre une question sur la plateforme Présimet. Monsieur le ministre, on va découvrir ensemble. La situation en Libye révèle une défaillance de la protection sociale de nos gouvernants aux citoyens à l'étranger. Où en est-on avec la création des services sociaux des ambassades qui ont vocation à prévenir et à gérer les situations du genre? Bien, comme vous le savez, je le dis une fois, les gens doivent avoir la mesure des réalités de leur pays, qui est notre pays, le Burkina, qui est un pays aux ressources limitées. Et donc, nous n'avons pas vraiment les moyens de pouvoir doter les ambassades de sorte qu'ils puissent s'occuper au quotidien de nos compatriotes qui sont à l'étranger. Nous les assistons comme on peut. Quand il y a des situations, j'allais dire, assez particulières et difficiles, ça a été le cas lorsqu'il y a eu un Burkinabé qui a été agressé à New York. Et là, il y a un cas d'un Burkinabé qui a été tué par balle à Baltimore, toujours aux États-Unis. Nous suivons la situation. Et pour le cas de Porgo à l'époque, nous avons convoqué même l'ambassadeur américain pour lui faire part de nos préoccupations et de du fait que nous souhaitons que la justice américaine fasse son travail. C'est ce travail-là que nous faisons, mais au quotidien, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais dans certaines ambassades, nous avons des services sociaux qui ont des moyens limités. Nous avons des services juridiques qui ont aussi leurs limites. Par exemple, si vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons un conseiller juridique à l'ambassade, un conseiller juridique au consulat général d'Abidjan. Mais en face, vous avez environ 4 millions de Burkinabés qui sont un peu partout sur le territoire. Donc, c'est pratiquement impossible de pouvoir suivre tous les cas où les Burkinabés ont besoin d'une assistance particulière. Mais on essaie quand même d'être là pour répondre aux cas vraiment particuliers. Alors, nous avons Salamata Ouedraogo qui appelle au téléphone. Elle appelle de Ouagadougou. Bonsoir, Madame Salamata Ouedraogo. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Bon, je voudrais demander à votre invité. Oui, bonsoir. Oui. Comment il se sent à sa place, au poste qu'il occupe en tant que ministre des Affaires étrangères, quand on sait qu'il y a des gens qui ont fait des études de diplomatie et autres. Comment lui, en tant que journaliste, comment il se sent, s'il peut vraiment nous le dire à l'heure actuelle. Et une toute petite question qui n'était pas prévue. En tant qu'homme public, moi je crois qu'il y a certaines susceptibilités qu'on doit mettre de côté. Parce que moi j'ai eu à l'écouter sur plusieurs radios. Quand des gens lui posent des questions, il est très susceptible. Donc, par exemple, je lui donne un exemple pour qu'il se rappelle. Sur sa propre radio Omega, on lui avait posé une question. Pourquoi il occupe la maison ministérielle? Et là, que les Burkinabés n'ont qu'à quand même, il ne faut pas qu'on exagère.
Lui, il reçoit des ambassadeurs. Il faut qu'il soit bien... bon, moi je me dis là où il était là, il ne pouvait pas recevoir quelqu'un. Et la façon dont il a dit, on veut pas nous on ne va pas pédaler pour aller à Koussiam. Nous, on ne va pas faire ça. L'homme, moi, en tant que citoyen lambda, je peux réagir comme ça. Je peux être susceptible. Mais eux, qui sont payés par nos deniers publics, quand on veut leur poser des questions, qu'ils aient l'amabilité de ne pas nous narguer. Lui, il nous a toujours nargués. Ils sont 3 ou 4 ministres comme ça. Quand des gens leur posent des questions sur les radios, oh là là, si vous étiez en face même, ils allaient vous couper la tête. Donc, je lui laisse la parole. Merci, madame. Monsieur le ministre, d'abord, comment vous vous sentez en tant que journaliste, ministre des Affaires étrangères? Eh ben, je ne savais pas que le journaliste ne pouvait pas être ministre des Affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup de journalistes avant moi qui ont été ministres des Affaires étrangères dans beaucoup de pays. Elle a fait référence aux études de diplomatie. D'ailleurs, je dois dire que au Burkina, ici, nous avons eu très peu de diplomates ministres des Affaires étrangères. Je ne sais pas si la même question se posait avec certains d'entre eux et pourquoi avec un journaliste. Et même Kissinger était journaliste, lui qui est considéré comme le plus grand diplomate, c'est pas Kaloga qui va me dire le contraire. Et vous avez beaucoup de cas comme ça. Je me suis amusé, j'ai vu que dans un pays comme le Sénégal, il n'y a eu que 2 diplomates seulement qui ont été ministres des Affaires étrangères dans l'histoire du Sénégal. Depuis l'indépendance du Sénégal. Bon, au Burkina aussi, on peut faire la comptabilité, mais c'est pas ça qui est... Moi, j'ai pas de complexe à cela. Et je vois la question ne se pose pas dans les autres pays. En France, qui est comme aussi un pays avec lequel nous avons une longue histoire. Bon, je ne vois pas de... forcément dire que c'est un diplomate qui doit être ministre des Affaires étrangères. C'est une fonction politique et puis c'est avant tout une fonction politique et on tient compte de cela. Et bon, maintenant, c'est une question de confiance. Ça me gêne de parler de moi-même, surtout que la dame m'a dit que je suis arrogant. Bon, je suis très surpris parce que ceux qui me connaissent savent que je suis loin de cela. Mais bon, si c'est la perception que je lui ai donnée, j'en suis profondément désolé parce que c'est pas comme ça que je suis. Je suis vraiment désolé. Et, madame, je vous demande pardon si je vous ai blessé. C'est pas dans ma nature. Bien noté. Alors, nous allons donc introduire Madame Thierry Dabiri, qui est venue sur ce plateau pour échanger avec vous. Elle est juriste internationale, donc elle va échanger avec vous. Bonsoir, Monsieur Pour le 10 ministre. minutes. Bonsoir. Merci de le rappeler. Nous partons déjà d'un constat. Le Burkina Faso semble avoir perdu la main dans le jeu de la communication internationale. Je m'explique. La diplomatie est comme un jeu de cartes. Lorsque les cartes sont distribuées, celui qui détient la dame de cœur fait tout pour la conserver. Jalousement, bien entendu. Au niveau de la diplomatie burkinabé, nous détenions cette dame de cœur, qui était la médiation. La médiation a suscité bien de convoitises dans la sous-région. La médiation nous a valu la reconnaissance des plus hautes instances internationales et sous-régionales. C'était la marque de fabrique de la diplomatie burkinabé. C'était notre acquis diplomatique. Nous constatons que le vent de la médiation a soufflé à l'endroit d'autres pays comme l'Algérie dans la crise malienne et la Guinée dans la crise au Togo. Monsieur le ministre, comment comptez-vous faire pour repositionner la diplomatie burkinabé dans la sous-région? C'est ma première question. Bien. Alors, moi, je dois vous dire, vous savez, moi, j'ai été journaliste
correspondant des RFI, j'ai été un témoin privilégié de ce que vous appelez la médiation, la diplomatie de la médiation au Burkina. J'ai accompagné tout le monde. J'étais là avec tout le monde, que ce soit sur la crise guinéenne, que ce soit la crise ivoirienne, que ce soit la crise togolaise, que ce soit d'abord les premières négociations des crises Touareg et autres. J'étais là et j'ai été témoin de tout ça. Et c'est ce que je vous dis, moi je paye les milliards là, qui sont là avec moi et j'ai du mal à les payer et je souffre avec les fournisseurs burkinabés. Ça c'est une réalité. Je connais bien les en-dessous de beaucoup de choses et nous n'entendons pas aller dans ce sens. Nous voulons positionner le Burkina dans ce qu'il y a d'utile pour les Burkinabés. C'est ça qui est important. Nous intervenons dans les crises. Le président Roch-Marc Christian Kaboré intervient dans les crises que nous avons autour de nous, mais sans bruit, et ce n'est pas aussi de la manière que les choses se passaient par le passé, parce que nous aussi, on est venus, on tire leçon de comment les choses étaient et de la perception qu'il y avait vis-à-vis du Burkina. Et des Burkinabés qui souffraient. Vous savez que moi, j'ai été en reportage le jour quand les premiers cas arrivaient avec les rapatriés du Côte d'Ivoire. Quand ils descendaient des cas, j'étais là en tant que reporter. J'ai vu des images. J'ai vu des images à la frontière, des Burkinabés qui rentraient difficilement. Et madame, je me retrouve à la tête de la diplomatie. Je suis obligé de faire autrement et c'est ce que nous essayons de faire. Monsieur le ministre, si je comprends bien, le positionnement stratégique du Burkina Faso dans la sous-région vous importe peu. Ce n'est pas dans le type de médiation que vous connaissez où il faut prendre un avion, descendre à Kidal, non. Non, mais il n'est pas question de prendre un avion, monsieur le ministre, puisque vous avez tout de suite dit que votre département ne s'articule pas dans la mise en place d'une médiation telle que nous la connaissons. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes en train de nous consacrer au Burkina. Qu'est-ce qui est arrivé quand ça tirait en 2011, quand les mutineries ont commencé? C'était la conséquence de quoi? De quelqu'un, peut-être qui est tourné sur l'extérieur, vers l'extérieur, et qui avait très peu de regards au niveau de l'intérieur. Mais aujourd'hui, vous savez, nous participons à des émissions comme ça. C'est ça le Burkina d'aujourd'hui. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, les attentes sont fortes au niveau intérieur. Les gens sont devenus exigeants et veulent que nous soyons au plus près d'eux, que nous soyons au quotidien avec leurs problèmes. Et nous voulons nous concentrer sur ça, sur les besoins élémentaires des Burkinabés, sur le quotidien des Burkinabés. Et maintenant, quand nous pouvons donner notre service, nous pouvons offrir nos services, c'est ce que nous faisons. Okay. Mais on ne va pas se concentrer sur ça au détriment des affaires intérieures de notre pays. Donc nous retenons seulement que ce n'est pas votre priorité, monsieur le ministre. Non, donc, je continue. Pas la médiation. Bon, voilà. Je continue. Mais la diplomatie pour positionner le Burkina, oui, mais pas la médiation. Ok. Telle que vous la concevez. Loin de moi l'idée de faire l'apologie des régimes quelconques en disant ça. Mais vous savez, je suis très gêné dans la discussion là avec vous parce que avec ce que la dame m'a dit, je ne sais pas si... Je suis dans le bon ton. Non, vous êtes dans le bon ton, rassurez-vous. Vous êtes dans le bon ton. Et lors de votre premier échange avec le journaliste, vous avez fait mention du fait que le Burkina Faso a des ressources limitées. La configuration géopolitique actuelle nous révèle la montée en puissance de la Chine-Pékin. L'essor économique favorable de la Chine a fait dire à certains auteurs qu'aujourd'hui, le modèle économique de la Chine doit être suivi. Monsieur le ministre, nous vous demandons, ne pensez-vous pas qu'il est plus intéressant d'aligner la diplomatie burkinabé dans une perspective stratégique à la diplomatie économique de la Chine-Pékin afin de profiter des avantages économiques au risque de fâcher notre allié taïwanais avec qui nous entretenons d'excellentes relations diplomatiques. Mais madame, je vous rappelle que nous ne sommes pas fermés à Pékin sur le côté économique.
La preuve, c'est qu'il y a quelques jours seulement, à Gawa, a été lancé le projet de fibre optique qui est réalisé par le numéro 1 mondial, j'allais dire un peu dans ce domaine, qui est Huawei, qui est de la Chine populaire. Ok. Monsieur le ministre, nous allons terminer avec une dernière préoccupation. Lors de votre sortie récente à Rabat le 29 mai dernier, vous avez dit que le Burkina Faso soutient l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Il va sans dire qu'une telle déclaration n'est pas philanthropique, parce que la diplomatie, ce sont des questions d'intérêt. Quelles sont les retombées socio-économiques que cette déclaration pourra apporter à la coopération maroco-burkinabé? Non. Voilà. Bon, les choses n'ont pas été exprimées de cette manière, mais cela dit, le Burkina est dans une démarche au niveau de la CEDEAO et vous avez vu les décisions du récent sommet de la CEDEAO, tout comme celui de Monrovia il y a 6 mois. Et le Burkina s'inscrit dans ces résolutions prises par la CEDEAO, mais dans tous les cas, en dehors de cette affaire, le Maroc est un partenaire important pour le Burkina. Je vous ai cité ici l'ONATEL, je vous ai cité les banques, je vous ai cité d'autres structures, mais je ne lis pas à l'adhésion du Maroc. Mais excusez-moi, ça c'est indépendant. Excusez-moi, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas comme oui. Le temps est déjà à la fin, mais ne pensez-vous pas que votre action, l'action de votre département est un tant soit peu centrée sur l'action journalistique, parce que tout ce que vous êtes en train de dire sur les actions que vous menez manque un peu de visibilité de notre point de vue? Bon, ben, c'est peut-être, vous allez dire, c'est le cordonnier mal chaussé. Je suis journaliste et puis j'arrive pas à bien faire ma communication. Tout le temps, ce sont les communiqués de presse, ce sont les conférences de presse. Et pour revenir à la préoccupation de la département... J'avais dit que c'était la dernière question. Qu'est-ce que vous dites exactement? Vous dites que ça manque de communication? Non, non, je dis visibilité. De visibilité. Voilà, je dis parce que l'action du département est plus axée sur l'action journalistique. Voilà, je dis ça manque un peu de visibilité parce que lorsque on va mon ami vous a posé la question, là. Okay. On va prendre une question sur la Merci plateforme. beaucoup, monsieur le ministre. Une question sur la plateforme, monsieur le ministre. Voilà. À quand l'extradition de Blaise Compaoré, pourquoi continue-t-on à entretenir les relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire à cause de nos populations? Alors, j'ai souvent dit, vous savez, un pays où vous avez 4 millions de vos compatriotes, 4 millions de vos concitoyens, vous ne pouvez pas avoir une relation quelconque avec ce pays. De même, pour la Côte d'Ivoire qui a 4 millions de ressortissants burkinabés ne peut pas avoir une relation quelconque avec nous. Donc, c'est deux pays forcément liés. Quelque part, on peut spéculer ici à Ouaga, à Tenkodogo, à Fada ou à Bobo, mais la réalité de la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, elle est beaucoup plus profonde que cela, parce que vous avez des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont très peu d'attaches avec leur pays, mais ça reste des Burkinabés qui, de notre point de vue, ont les mêmes droits que les Burkinabés qui sont ici. Nous sommes dans l'obligation, parce qu'ils sont des citoyens burkinabés, de veiller à leurs intérêts. Et c'est un pays voisin, en plus. Donc, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de démonstrations à faire ici dans la relation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui justifie l'intensification des travaux au sein du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Voilà, monsieur le ministre, on va prendre une question au téléphone. Je n'ai pas exactement le nom de la personne qui appelle, mais bonsoir. Bonsoir. C'est Keïta Abdoulaye de Bobo du Lasso. Ok, votre question. Bobo du Lasso. Et je voulais savoir quelle est la position du Burkina Faso par rapport à la cause palestinienne. Est-elle toujours comme ce fut au temps du président Sankara? Oui, alors c'est fini. D'une manière générale, le Burkina est aligné sur les positions de l'Union africaine qui sont favorables à la Palestine. Donc on reste toujours
dans cette optique. Et aux Nations Unies, chaque fois qu'il y a des votes, c'est nos positions. Et sur le cas de Jérusalem, il n'a pas posé la question, mais j'allais en parler. La décision qui a été prise par le président Trump, le 8 décembre, avant de partir pour une réunion du G5 en Europe, j'ai reçu l'ambassadeur américain pour lui faire part des préoccupations du Burkina Faso et lui dire que la position du Burkina était que il fallait que le président Trump revienne sur sa position. C'est le souhait du peuple et du Burkina, qui est membre de l'OCI par ailleurs. Et donc, vous connaissez aussi les positions. D'accord. Je crois qu'on va... Monsieur le ministre, est-ce que finalement ce n'est pas plus facile, après tout ce que le Burkina a connu, de diriger la diplomatie burkinabé, au-delà de tout ce que vous pouvez exposer comme acquis, quand on a connu l'insurrection, quand on a cette sympathie de la communauté internationale, est-ce que ce n'est pas finalement plus facile de diriger une maison comme la maison de la diplomatie? Pendant ce temps, nous allons accueillir ici celui qui est Peggy Ouedraogo, qui va venir donner l'appréciation des téléspectateurs sur votre prestation ce soir. Alors, donc, plus facile, ça, je dirais que non. Il faut, au-delà de ce que le Burkina a été et où la perception qu'on a du Burkina avec les luttes qui ont été menées, comme je le disais, il fallait convaincre les partenaires pour dire que le modèle qu'est le Burkina, c'est un modèle qui doit vivre. Par exemple, vous savez, quand un pays sort d'une crise, il a des soutiens particuliers, il y a des fonds qu'on alloue à ces pays-là. Mais un pays comme le Burkina a abouti à une élection démocratiquement reconnue par tout le monde. Et il y a des partenaires qui estiment que, bon, c'est bon, le Burkina n'a pas besoin d'aide. Parce que c'est un pays qui a bien mené son processus et qui en est bien sorti sans problème. Mais au contraire, nous disons non. Et il faut qu'il y ait une prime à la démocratie. Et c'est cette bataille-là que nous avons menée et que nous continuons de mener. Et donc je ne dirais pas que c'est aussi facile, mais déjà, je pense que le Burkina reste un exemple. Et ça, nous saluons le combat qui a été mené par les uns et les autres au cours des dernières années. Peggy Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Simon Bongo, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Alors il faut reconnaître que l'exercice n'a pas été très difficile pour vous qui êtes un habitué des plateaux télé, vu votre profession. Alors cela dit, Monsieur Barry, vous avez tenté de répondre à toutes les questions qui vous ont été posées. Sur la question concernant la suspension des relations avec la Corée du Nord, les téléspectateurs avouent être restés sur leur faim. Idem pour celle concernant le retour ou le rapatriement de l'ambassadeur en Éthiopie. Alors sur le bilan, les internautes estiment que vous n'êtes pas allé trop au fond des questions, peut-être par diplomatie, mais ils estiment que vous avez été globalement convaincant. Alors les téléspectateurs trouvent que vous avez été touchés par les propos de Mme Salamata Ouedraogo qui a appelé tout à l'heure et ils saluent, ces téléspectateurs saluent donc votre humilité du moment. Alors le public ici vous a attribué une note, une moyenne de 7,6 sur 10. En tant que vérificatrice de ce soir, je vous accorde la note de 7 sur 10. Merci à vous. Je dois dire que c'est la meilleure note qu'on ait reçue depuis qu'on reçoit les invités sur ce plateau. Donc c'est à votre honneur, Monsieur le ministre. Oui, j'en suis très honoré, mais je dois dire encore que, bon, je suis désolé d'insister, mais j'avoue que j'ai été vraiment bouleversé par les propos de la dame là, parce que, en plus, venant d'une femme, j'avoue, c'est assez difficile pour moi. Et d'ordinaire, c'est la première fois qu'on dise que je nargue les gens, et donc ça m'a bouleversé quand même. Mais ce qu'on doit retenir, c'est votre pardon aussi à l'endroit de la dame. Donc, comme nous sommes au Burkina et que tout se règle toujours sous l'arbre à palabre,
Je crois que la dame a bien accueilli votre pardon et les téléspectateurs aussi. Merci en tout cas, Monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, toute l'équipe d'animation aussi. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Tout à l'heure, le journal avec Ruth Biniwatara.